RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Dialectique. Alors aujourd'hui, dans Dialectique, nous allons nous intéresser à l'art. Qu'est-ce que l'art ? Est-ce qu'on peut séparer l'œuvre de son auteur? Et pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir deux artistes sur ce plateau. Damelot, artiste plasticien, artiste multifacette aussi, et Clara Tourné, artiste peintre. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, ça va, et toi ? Alors ça va très bien aussi, ouais. Et je suis très content. Damelot qui est un habitué de notre plateau sur RCN. Clara, c'est ta première fois sur RCN, et donc je vais vous laisser chacun vous présenter un peu plus amplement. On va commencer par toi, Clara. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Que fais-tu ? Bonjour à tous, moi c'est Clara Tourné, je suis une artiste abstrait contemporain. Je fais de l'art depuis que j'ai 13 ans et je me suis lancée en tant qu'artiste, on va dire à temps plein, depuis septembre 2021. Donc c'est assez récent, puisqu'avant j'étais pas du tout dans ce métier-là. J'étais consultante en entreprise, donc c'était un métier dans le business. Mais j'avais cette vocation depuis toute petite et je me suis dit, lance-toi, c'est le moment. Le confinement m'a aussi aidée à me remettre, on va dire, sur la bonne direction. Donc depuis septembre, je me suis dit allez go, lance-toi, on va voir ce que ça donne. Et donc maintenant, j'adore ce que je fais, j'ai trouvé un peu ma vocation. Et tous les jours, je peins, je travaille, et voilà. Donc globalement, c'est ça. Très bien, et Damelot, je te laisse te présenter pour ceux qui n'ont pas eu la chance de t'écouter déjà sur RCN. Ouais, parce que je suis venu une paire de fois déjà. Moi, c'est Damelot, donc je suis artiste. Je fais plutôt de la peinture, un peu de musique. Et puis, ça fait quelque temps que j'ai un atelier sur le quartier, juste en face de chez vous. C'est vrai que t'es notre voisin. C'est pour ça que je viens. Voilà, c'est pour le café. C'est pour le café. Ouais. Alors du coup, on va prendre le temps de vous connaître un peu plus amplement. Mais d'abord, on va revenir sur la semaine dernière où j'ai eu la chance d'être invité par le théâtre de la Manufacture à aller voir une pièce qui s'appelle C'est comme ça. Et à la sortie de cette pièce, j'ai interrogé un peu les comédiens, le public et la directrice du théâtre de la Manufacture, donc Julia Vidi. Je leur ai demandé pour eux leur définition de l'art, et puis bien sûr on a parlé un petit peu de la pièce qu'ils venaient de voir. On écoute ça tout de suite. L'art, c'est quelque chose de beau. Non, pas de beau. En vrai ça peut être beau. Ça peut être moche des fois là. Ça peut être beau. C'est au goût de tout le monde. Ça peut être différent et puis voilà. Ça peut exprimer des sentiments, c'est déjà trop pris. Est-ce que pour vous on peut séparer un artiste de son œuvre ? C'est-à-dire il y a la personne et son œuvre. Non. Si, bien sûr non. que si. Genre un... peut-être que là... Genre un artiste, ça va pas forcément peut-être qu'il a mis tous ses sentiments dans la peinture, qu'il a je sais pas moi. Ça se trouve, il voulait pas exprimer ses sentiments, il voulait juste dessiner comme ça. Non. Quand tu dessines, c'est avec le plaisir, hein. L'art, ça peut être plein de choses. Ça peut être comme un tableau, comme une pièce de théâtre, ça peut être comme une chanson, ça peut comme être la danse. Oui, ça peut être n'importe quoi, l'art. C'est tout ce qui se passe par la tête en soi, tout ce que tu as envie de montrer. Je pense que l'art, c'est quelque chose qui permet d'unir un artiste à son public et de confronter des idées et de permettre aux gens de se faire une réflexion sur un sujet donné. Voilà. Et est-ce que l'art doit être absolument politique ? Je pense qu'il peut y avoir du politique dans l'art, effectivement, mais je pense que le principal, c'est de toucher le cœur des gens et que les gens se retrouvent dans les propositions auxquelles ils vont accéder. Et dernière question, est-ce qu'on peut séparer l'artiste de son œuvre ? C'est une question effectivement très en vogue en ce moment, mais je pense qu'effectivement c'est quelque chose à laquelle on peut s'intéresser sans omettre effectivement qui est l'homme derrière l'artiste. La question de la vérité, je trouve qu'elle est évidemment, alors c'est un peu ce qu'on dit toujours à la sortie d'un spectacle, mais ça fait écho avec notre époque, beaucoup de choses, c'est-à-dire cette recherche absolue et manichéenne du c'est vrai, c'est faux, sans laisser la place au doute, sans laisser la place aussi à je n'ai pas d'avis ou je ne me connais pas sur ce sujet. On voit toutes les dérives que ça peut donner sur les réseaux sociaux, notamment cette quête absolue, quand soi-même on n'est pas expert, mais de donner son avis sur tout. Puis moi, j'ai vu beaucoup de l'inquisition aussi, de la disparition de la foi, de la peur de l'être humain, de se retrouver seul face à la mort sans savoir ce qu'il y a après, et puis la perte de sens. Comment trouver du sens à la vie si son existence même n'est juste un acte de hasard, quoi.
Je trouve qu'aujourd'hui, oui, l'art se doit d'avoir un regard, en tout cas politique, un regard critique. Nous ne sommes pas des experts, les artistes, mais nous apportons un devoir, pas un devoir, au contraire, un regard sur des sujets d'actualité, des sujets polémiques. Je trouve que c'est très important, puis c'est ce qu'on a vu là dans la pièce. Il y a aussi une mise en abîme du théâtre dans le théâtre. Quand on voit dans le changement de décor, on voit les comédiens qui se changent, on voit tout l'artifice justement qui nous saute aux yeux et finalement, qu'est-ce qui est vrai ? On dit du théâtre que c'est mentir vrai. En fait, il y a une citation de Alberti, qui était un théoricien de la peinture, je vais peut-être dire des bêtises, au XVe siècle, 14e, j'ai pas envie de fourvoyer, qui disait que il parlait de la peinture, et j'ai envie d'ouvrir sa citation sur l'art, que l'art est une fenêtre ouverte sur le monde. J'en ai une. Je sais plus qui dit, mais c'est transformer la boue en or. Julia, ta première impression après cette grande première? Impression, soulagement parce que c'est fait et le doute, toujours, faut travailler, il faut continuer, que ça soit encore mieux demain. Est-ce que cette question de vérité est centrale dans l'art? On sait qu'elle est centrale en philosophie, la question du vrai, du beau, du juste. Est-ce que dans l'art, elle est incontournable? Je pense qu'en fait, le théâtre, c'est un exercice de vérité. En fait, c'est-à-dire que ça nous permet de nous mettre face à nous-mêmes collectivement. Donc c'est un exercice de vérité. Après, que le thème de la vérité soit central dans le théâtre, non, je crois pas. Je crois que le théâtre, par essence, c'est un exercice de vérité. Mais je trouve que là, c'est un exercice de vérité sur le sujet de la vérité. Une vérité, c'est que vous avez rajouté un acte 4. Pourquoi cette volonté? Parce que Pirandello donne pas de réponse, c'est-à-dire qu'il nous fait mener l'enquête sur un mystère, qu'à la fin il décide de pas trancher, et nous on s'est dit, bon, au XXIe siècle, en fait les gens ils supportent pas de pas avoir de réponse, donc violence. Et donc on va y aller dans le mur, et on va s'amuser à y aller, voilà. Cette question du doute, aujourd'hui, par les temps qui courent, bon, c'est vrai que ça peut paraître un peu cliché de dire que le théâtre fait écho à l'actualité, à la vérité. Est-ce que pour vous c'est le cas? Moi, je le revendique à fond, que le théâtre doit faire écho à la réalité dans laquelle nous sommes et faire écho à des problématiques qu'on vit. Enfin, sinon, c'est déconnecté, donc ça m'intéresse pas tellement. Et donc, oui, la question de la vérité, Trump va sortir son réseau social qu'il a appelé Truth Social, c'est-à-dire réseau vérité. C'est génial parce qu'il fait que des fake news, mais du coup il appelle ça réseau vérité. Donc la question du vrai aujourd'hui, elle est très très compliquée quoi. Dans les journaux, vous savez, il y a des gens qui vérifient les infos. Nous-mêmes, on ne sait plus comment écouter, qui croire, etc. Donc comment en fait on se donne les moyens aujourd'hui de vérifier ce qu'on absorbe. Voilà, c'est une question, ça me paraît centrale. Alors je ne veux pas spoil la pièce pour ceux qui ne l'ont pas vue, mais est-ce qu'aujourd'hui la vérité est létale? Est-ce que la vérité tue ? Ah ouais, je pense qu'au nom de la vérité, on tue. Je pense que la question de l'identité, par exemple, la question de la recherche de l'identité de l'autre à tout prix, ou parce que je pense qu'il y a une peur. Voilà. Je pense qu'il y a une peur. Je pense que les humains, ils ont besoin d'une réponse, et pas une réponse à qui vous êtes, mais une réponse à qu'est-ce qu'ils font là. Et du coup, pour avoir une réponse, ils s'arc-boutent. On s'arc-boute tous soit sur du communautarisme, soit sur des règles qu'on veut que ce soit les meilleures, les bonnes, etc. Donc je pense que la question de la vérité tue, bien sûr, et la recherche de vérité est morbide. À partir du moment où on recherche la vérité, la seule vérité qu'on ait, c'est qu'on va mourir. Voilà. Donc à partir du moment où on recherche la vérité, il y a la mort, elle est pas loin. En tout cas, c'est dangereux. Voilà. Je pense que le doute est beaucoup plus vivant. Et pour terminer cette interview, quelle est votre définition de l'art? C'est une expérience sensible. C'est une expérience sensible et qui nous transforme et qui nous permet de penser mieux le monde, de mieux trouver sa place, quoi. Et vous qui êtes dramaturge, est-ce qu'on peut séparer l'artiste de son œuvre, c'est-à-dire l'artiste de la personne? Pourquoi faudrait la séparer ? De toute façon, le spectacle existe sans moi, depuis ce soir. Donc voilà, mais c'est quand même moi qui ai eu l'idée de le faire. Donc non, je crois pas. C'est indissociable. Ouais, je crois que c'est indissociable. Mais comme je suis indissociable de mes enfants, comme je suis indissociable de, je sais pas, tout ce qu'on fait, quoi. 13h, 14h, Dialectique sur RCN,
Lionel Courchinou. Et on est sur RCN 90.7. On vient d'écouter donc les impressions des personnes qui étaient allées voir, donc du public allé voir cette pièce inspirée de la pièce de Pirandello. C'est comme ça, così è en italien. Et donc Julia Vidi qui a terminé donc ce micro-trottoir en nous expliquant que l'art servait aussi à donner un sens et que l'art était, en tout cas pour le théâtre, par essence empreint de vérité. Il y a aussi cette citation qu'on a eue d'Alberti, l'art est une ouverture, une fenêtre vers le monde, et je vais rebondir sur ça pour vous demander à chacune votre définition propre, personnelle de l'art. On peut commencer par toi, Damelot. Ouais. Ouais. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'art, c'est un langage. En fait, je pense que c'est un langage qu'on propose au monde. C'est une manière de s'exprimer, quelque part. Après, c'est l'art au sens large. Je veux dire, l'artiste, tout ce qu'il fait, c'est pour, quelque part, c'est pour communiquer avec d'autres gens. C'est un moyen de dire des choses, mais c'est un moyen, surtout. Tu vois, donc j'appelle ça un langage. Alors c'est un langage, est-ce qu'il a pour but de provoquer quelque chose? Parce que bon, on a parfois l'art qui provoque tout court, ou qui provoque une réaction, un rire, une colère, une émotion, ou est-ce que ce concept de finalité échappe à l'artiste, et lui, son but c'est juste de proposer quelque chose? Bah après, je pense que c'est comme tout langage, tu vois. Dès l'instant où on a dit les mots, ça nous échappe en fait. Ça engage celui qui écoute aussi, celui qui entend, celui qui reçoit le message qu'on lui donne. Donc quelque part, il y a l'intention de l'artiste, c'est sûr, des choses qu'il a envie de dire ou de montrer, et puis comment c'est perçu, ça c'est autre chose. Ça c'est la partie qu'on maîtrise pas trop, tu vois. Clara, ta définition de l'art? Je suis plutôt d'accord avec toi dans le sens où pour moi c'est un langage aussi, mais c'est aussi une expérience totale pour la personne, donc pour son audience, ça va être quelque chose qui doit être perceptuel, personnel, c'est vraiment quelque chose qui doit parler à la personne, donc ça va toucher son cœur, donc c'est chacun a son langage et je pense que l'art peut parler à tout le monde. Il peut une œuvre peut plaire énormément à quelqu'un comme elle peut déplaire, mais dans tous les cas elle va toucher la personne, et ça que je trouve assez intéressant, c'est que l'art parle de manière assez on va dire pacifique, mais sans jamais changer le point de vue de l'artiste. Donc c'est assez intéressant. Moi je trouve que l'art c'est quelque chose de très général et qui va résonner dans chacun différemment. Et tu évoques le fait que l'art doit parler au cœur. Ouais. On a des philosophes qui ont déjà fait cette opposition, en tout cas cette mise en relation entre le cœur et la raison, avec les vérités de cœur. Je pense à Rousseau, il parlait de vérités de cœur, donc des vérités spirituelles, et des vérités de raison qui sont des vérités un peu plus scientifiques. Est-ce que l'art s'adresse plus au cœur dans le sens où c'est quelque chose de spirituel? Bah, c'est vrai que moi je le vois comme ça, dans le sens où dans l'art que je fais, c'est de l'art que je veux que ce soit un art qui parle à son soi, on va dire, à sa conscience, ça soit un peu révélateur de sa conscience. Donc pour moi, oui, c'est spirituel, mais ça veut dire que parfois la personne en face n'a pas forcément conscience de ça, c'est-à-dire que ça va lui parler, elle va ressentir quelque chose, mais elle ne sait pas comment l'exprimer, mais ça va lui parler. Parfois, je parle à des personnes qui sont à côté de moi, qui voient une œuvre que j'ai faite, et je vais leur dire, ils vont me dire, je ressens quelque chose, ça me parle, mais ils n'arrivent pas à mettre les mots dessus. Pour moi, c'est un peu la définition de la spiritualité, c'est-à-dire que on va avoir cette sensation qu'il y a quelque chose qui se passe, mais parfois on n'arrive pas à l'exprimer avec des mots. Dame? Ouais, je suis assez de son avis aussi. C'est que ça va toucher le cœur, et peut-être par ce biais-là, ça va toucher l'esprit. Les sentiments, les impressions, les sensations. Donc ça, c'est... Après, je sais pas ce que t'en penses, Clara, mais tout dépend de l'intention de l'artiste. Qu'est-ce qu'il a voulu mettre dans son œuvre, tu vois? C'est sûr. Après, ça va être ressenti comme tel. Donc l'inspiration, elle vient de l'esprit, et finalement, elle s'adresse au corps. Ouais, ça peut venir de l'esprit, mais ça peut venir d'autres choses aussi. Ce que j'entends par l'intention, c'est-à-dire, c'est la générosité, la part de don qu'on met dans l'œuvre. Au-delà même du sujet, de ce que ça parle ou tout, mais c'est l'engagement qu'on met dans l'engagement en matière de valeur absolue, tu vois, de temps passé dessus, d'investissement de travail, tu vois. C'est surtout ça que je voulais dire dans ce sens-là.
Et au début du micro-trottoir qu'on vient d'entendre, il y a des personnes du public qui ont parlé de la beauté dans l'art. Cette notion de beauté, quelle place elle occupe dans l'art, parce que il y a eu même un désaccord entre deux personnes, une qui a dit l'art c'est ce qui est beau, et puis quelqu'un qui a répliqué l'art ça peut être moche. Quelle est la place de cette notion d'esthétique dans l'art, Dame? Je pense que pour moi, ça c'est une question personnelle. Ça engage chaque artiste et comment il vit son art. Je pense, moi, je mets l'esthétique au centre de l'œuvre. Enfin, c'est une part non négligeable de l'œuvre, tu vois. J'ai envie que, surtout quand je fais de la peinture, parce que c'est destiné à être accroché, à être vu, donc la part d'esthétique est importante. Après, par esthétique, ça peut être beau, ça peut être moche. L'absence de beau, c'est beau aussi, quelque part, tu vois. Tout dépend de comment on le voit. Après, c'est une question philosophique, je trouve. Moi, je suis pas assez philosophe pour entrer là-dedans. Mais je pense que, pour moi, dans mon œuvre, la part de l'esthétique est assez importante quand même. Parce que même quand je fais des œuvres, après, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu aussi, Tu vois, ça peut être de l'humour, ça peut être, il y a plein de petits, c'est comme quand on cuisine, quoi. Après, on met des épices. Des ingrédients, mais est-ce que l'esthétique est l'ingrédient principal, central? Pas forcément central, parce que l'inspiration n'est pas toujours belle, mais on essaye de la rendre belle. Donc la matérialisation de l'inspiration. Et sur cette question d'esthétique, Clara, il y a alors communément, il y a une confusion qui est faite entre la beauté et la joliesse. Donc la beauté, c'est ce qui est universel, comme ce que vous disiez, ce qui touche le cœur, ce qui est du domaine du splendide, du sublime. Et il y a la joliesse, c'est par exemple trouver que notre ami est beau, qui est vachement subjectif. Il y a donc cette objectivité de beauté et puis la subjectivité de joliesse. Est-ce que vous, les artistes, vous posez cette question en disant ce que je fais doit être beau ou alors, moi, je suis d'accord aussi avec ce qu'on disait, c'est-à-dire que ça dépend de l'artiste, ça dépend aussi de comment on définit l'esthétisme, c'est-à-dire que après, quelque chose qui est beau va pas forcément être beau pour quelqu'un d'autre, mais pour moi, là, il y a plusieurs types d'art. Il y a l'art qui va être très esthétique, on va vouloir parfois qu'il soit beau pour son salon, et après, il y a l'art qui va être peut-être plus de performance, parce que c'est pas forcément beau en termes de... Tu vois, ça va pas être joli, mais ça va être beau en termes d'émotion. Ça va être beau en termes de sensation. Donc c'est vrai que l'esthétisme, c'est peut-être le mot qui est trop limitant. Mais la beauté est peut-être le mot le plus juste. Je sais pas, je suis pas non plus philosophe, j'ai pas forcément les mots justes, mais peut-être qu'il y a un mot plus grand pour définir ce qui est beau et ce qui l'est pas. Et je pense que l'art, dans cette thématique-là, ça va toucher à ça, en fait. Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN. Et on est sur RCN 90.7. Aujourd'hui, on parle d'art. Qu'est-ce que l'art ? Est-ce qu'on peut séparer l'œuvre de son auteur, pardon. Et donc, on est toujours avec Dame Lo et Clara Tourné. Comment vous êtes rentrés chacune dans l'art? Qu'est-ce qui a déclenché cette envie, cette passion, et qui a fait naître en vous l'envie de vous professionnaliser, Clara? Alors moi, c'est un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai commencé, j'ai toujours été baignée dans tous les travaux manuels, dans l'argile, la céramique, la peinture depuis toute petite, et je suis entourée d'une famille qui n'est pas du tout dans le monde de l'art, qui est vraiment plutôt, on va dire, médecin, pharmacien. Donc inconsciemment, je me suis dirigée vers ces métiers-là, alors que j'avais cette passion en moi qui était de peindre. Et j'avais 13 ans quand j'ai découvert l'art abstrait, puisque mon père faisait une maison, il m'a donné une palette de polystyrène, vraiment avec des vieilles peintures. Il m'a dit, Clara, avec ta sœur, amusez-vous. Et moi, j'ai commencé à dessiner une maison, un truc très figuratif. Et en fait, après, je me suis dit, en fait, ce que je préfère, c'était ma palette de peinture. Et donc, j'ai peint ma palette de peinture et j'en ai fait une toile. Mais quand t'as 13 ans, l'art, c'est quand même quelque chose, c'est plus un jeu. Ça reste un jeu aujourd'hui, mais j'avais pas la notion de qu'est-ce que l'art et qu'est-ce que le monde de l'art, c'est quoi ce milieu-là. Donc, j'ai fait la toile et mes parents l'ont encadrée. Je suis passée à autre chose, comme tous les parents encadrent les tableaux de leurs enfants. Et les copains de mes parents ont commencé à venir dans la maison et à dire, oh, c'est super beau, qui a fait ça? J'étais, c'est moi, j'ai 13 ans, c'est super, je suis super contente, je vous en ferai si vous voulez. Et j'ai continué comme ça jusqu'à mes 18-19 ans à en faire pour des amis, mais comme un plaisir, toujours un loisir. À quelle fréquence? Est-ce que tu peignais toutes les semaines, tous les jours? Ça dépendait de mes phases de vie. C'est-à-dire que jusqu'à mes 18 ans, j'ai peint très souvent. J'étais à la campagne chez mes parents, donc j'avais le temps.
Et après, je suis rentrée en études de commerce. Et là, donc, pendant 4 ans, le rythme est différent. Donc, j'ai peint peut-être une fois par mois. Et après, ça a assez réduit. J'ai un peu perdu cette passion-là avec le temps. Et pendant le confinement, je suis revenue à la maison. Donc, et là, j'ai repris vraiment ma passion à temps plein. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment quelque chose où je m'éclate. C'est une vocation. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai envie de parler via mon art. J'ai envie que ça exprime quelque chose. Et je me suis dit, écoute, Clara, t'as 25 ans, t'as ton diplôme. T'as les bases de comment fonctionne le business de l'art aujourd'hui, lance-toi. Et en fait, j'ai décidé du coup, en 2021, de me lancer en tant qu'artiste et de montrer au monde ce que j'avais à dire via mes œuvres. Donc on est sur un changement de professionnel, et c'est risqué. C'est risqué. En fait, c'est plutôt un choix qui va être un peu controversé, parce que c'est rare, on va dire, de voir quelqu'un, ou même dans le milieu de l'art, de se dire, en fait, t'es pas vraiment artiste, puisque t'as fait du commerce avant. Mais en fait, si on réfléchit, l'art, c'est quoi l'art ? L'art, c'est pas forcément... être artiste depuis d'avoir fait les beaux-arts, tu peux être artiste depuis tout petit, mais pas avoir fait les beaux-arts et avoir quelque chose à dire. Il y a des très grands artistes qui ont été autodidactes tout simplement. À quel moment justement on se dit ça y est, je suis artiste ? C'est une bonne question. On me la pose souvent et je pense que c'est une histoire aussi de confiance, de savoir ce qu'on est dans son art. Moi, pendant longtemps, j'ai toujours été, je me suis pas considérée comme artiste, jusqu'au jour où j'ai dit maintenant c'est mon métier, c'est mon travail. Et donc, vu que c'est mon travail, je suis artiste, que vous le vouliez ou non, c'est pas juste ma passion. Et là, je me suis considérée comme artiste, j'ai fait des expositions, l'entraînement, l'expérience aussi. Et je pense que, comme on disait tout à l'heure, plus on grandit, plus on vieillit, plus on devient artiste et on intègre ce personnage aussi, tout simplement. Il y a cette notion de rôle social de l'artiste, est-ce qu'elle est à traverser aussi, Damelot ? Oui, carrément. Mais c'est vachement important ce qu'il disait tout à l'heure, je rebondis dessus. En fait, le fait que les parents ils récupèrent tes œuvres, qu'ils les encadrent et qu'ils les accrochent, ça, à mon humble avis, moi, dans ma vie professionnelle d'artiste, c'était mon premier Louvre, quoi. Oui, c'est vrai. Je veux dire, le salon de ma mère. Quand j'ai réussi à être au-dessus de son canapé. T'étais son Léonard de Vinci, quoi. Ouais. Oui. Et puis, c'est une fierté que je pourrais jamais dépasser, tu vois. Parce que j'étais tout jeune. En fait, avant, je faisais des trucs vachement glauques. Qui faisait plutôt peur. Qu'est-ce que t'appelles glauque ? C'était quoi comme type de peinture ? C'était assez sanglant, assez, tu vois, surréaliste, mais dans le genre cauchemardesque. D'accord. Dans un salon, c'était peut-être pas... Ouais, ça faisait peur à toute la famille. Et puis, on avait un calendrier d'Ikebana. C'est de l'art floral japonais. Assez minimaliste, mais vachement bien composé. Très, très beau. Ouais, très beau. Très épuré, très beau. J'ai repris le calendrier, il y avait 12 images. J'ai refait les 12 à la gouache. Mais bien, hein. Et ma mère, elle a vu ça. Waouh, comment elle était fière. Elle a tout pris. Elle est allée voir un menuisier qui lui a fait des beaux cadres. Et elle les a encadrés. Et elle les a mis dans le salon. Alors, à partir de ce jour-là, moi, je me suis dit, tiens, je suis un artiste. Et t'avais quel âge ? Je devais avoir 13 ans, je crois. Tu vois, j'étais tout jeune encore. Et c'est là un peu pour toi ton début, le premier pied que t'as mis dans ce milieu, c'est à partir de ce tableau. De ces tableaux. Je pense que le fait d'avoir exposé dans le salon de ma mère, pour moi, c'est indépassable. Dans le salon, la façon dont tu dis le mot salon, c'est vrai que là, il y a une, il y a une polysémie du mot, quoi. Pour moi, c'est le musée le plus top, le plus high du monde, quoi. Qu'on vient de le visiter, hein. Ouais. Écoute, c'était, tu vois, c'est une fierté et en même temps ça te fait prendre conscience que ce que tu fais, ça peut rendre heureux les gens. Et puis c'est important, quoi. Tu vois, c'est quelque chose qui permet de te valoriser toi en tant qu'individu dans un groupe, bien que c'est la famille, mais tu prends une place. Est-ce qu'il y a un désir chez l'artiste, un désir de reconnaissance ? Ouais, je pense quand même, parce que c'est un langage qu'on propose au monde. On le fait pour soi, c'est le temps qu'on le fait. Mais une fois qu'il est fait, faut que les gens le voient. Hein, Clara ? Moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, t'as une reconnaissance nécessaire après tu fais quelque chose pour les autres aussi. C'est-à-dire que tu fais pas pour toi, mais pour parler aux autres. Donc, si les autres le voient pas ou l'entendent pas, au début, je pense que tu peux commencer en faisant pour toi-même. Mais c'est vrai que la première étape, qui est le salon de ses parents ou de sa mère, c'est vraiment le début de se dire ça parle à d'autres personnes que moi-même. Voilà. Donc, tu peux impacter d'autres personnes. Et je pense que c'est pas avoir une reconnaissance, mais c'est réussir à impacter. C'est plus le mot-là que la reconnaissance personnelle de se dire... C'est laisser une trace au monde, quelque part. Oui, quelque part. Exact, c'est ça. C'est-à-dire que le fait que tu te rendes compte que ce que tu fais a des conséquences, quelque part. Donc, ça te responsabilise.
Et donc par la suite, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors tu as exposé dans le musée familial de ta maman. Ouais. Et après à l'adolescence, comment t'as évolué? Raconte-nous un peu ton parcours. Bah après, moi j'ai toujours peint comme un peu tout le monde quoi. Depuis tout petit, moi je me voyais pas faire autre chose que de l'art, hein, pour être honnête. Et puis de fil en aiguille, donc j'ai fait un bac général comme normal. Et puis après, j'ai fait l'école des beaux-arts. Enfin, avant de faire l'école des beaux-arts, j'ai fait l'école d'architecture. Après le bac. Donc j'ai fait le premier cycle et puis après j'ai été aux beaux-arts. Et c'est en sortant des beaux-arts que j'ai vraiment commencé à vouloir en faire mon métier. Parce que je me suis dit, tant qu'à faire, autant en faire son métier. Surtout que j'avais fait les études pour et tout. Et puis voilà, hein. Depuis j'essaye de faire artiste. Alors t'as touché à beaucoup de choses, tu fais aussi de la musique, mais même dans l'art, t'as même touché au street art. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette période? Ouais, mais ça c'était c'était plus du délire quoi. C'est quand j'habitais à Paris, tu vois. Je comprends, c'est beaucoup d'influence à Paris. Hein. Voilà. Et puis il y avait un côté aventurier, tu vois. Il y avait un côté un peu expédition, un peu adrénaline, un peu, tu sais, quand t'es jeune, quoi. Tu vois. C'était un peu, et puis tu traînes un peu en bande, même si vous êtes 2 ou 3, tu vois, ça fait déjà une bande. Et puis le fait le lendemain, en plein jour, de revoir ce qu'on a fait, ça aussi, c'est un peu, faut l'avoir fait, quoi, pour comprendre le délire. C'est une autre façon de pratiquer. Ouais, c'est une autre pratique, ouais, parce que t'as pas le temps d'être là à peaufiner les œuvres. Un peu plus d'adrénaline, un peu quand même. Ouais, à fond. Il y a tout ce qui est aussi de l'ordre de l'harmonie. On dit que la beauté, c'est pas seulement empiler les choses belles les unes sur les autres, c'est le rapport, le contexte dans lequel on place, dans le contexte dans lequel votre tableau va être exposé, par exemple. Est-ce que ça compte pour vous? Bah oui, évidemment. C'est-à-dire que après, je pense que ça dépend de quel artiste veut dire quoi dans ses œuvres. Mais si je parle de mon art, qui est la chose que je pense que je connais le mieux, quand je fais une collection qui a une critique ou qui a un point de vue, si l'espace correspond à ce point de vue et que je vais toucher des gens que je voulais toucher, c'est génial. Après, si j'ai pas l'occasion de le faire, mais que j'arrive par exemple à faire une œuvre qui va parler de quelque chose et que je veux que ça soit par exemple quelque chose de peut-être un peu plus on va dire peut-être street art ou un peu plus on va dire moins réglementé, je vais essayer de trouver le contexte pour le donner. C'est-à-dire que si si l'espace et l'environnement extérieur peut correspondre au point de vue de l'œuvre, c'est parfait. Ça amplifie tout en fait, je trouve. C'est hyper important en fait, parce que c'est comme un écran. Tu vois, le lieu où on expose l'art, c'est jamais anodin. Je veux dire, quand on met du Jeff Koons à Versailles, il y a quand même Versailles autour. C'est pas rien. Après, tu peux penser Omar au milieu du salon et tout. Il est quand même au milieu du salon au miroir. Donc, c'est pas rien. Tu vois. Est-ce qu'il y a quelque chose de politique dans tout ça? Ouais, je pense, ouais. Je pense que c'est un mélange de politique et de business. Tu vois. Parce que c'est une forme de vendre l'artiste aussi. Parce que, après, c'est subjectif. Mais il est pas plus, pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? Tu vois, donc c'est un choix politique. Et en même temps, il y a le business derrière. Parce que peut-être qu'il y a des galeries qui soutiennent, il y a beaucoup d'argent qui est en jeu, je trouve. C'est un business, là. Ouais, c'est un business. T'as l'artiste qui est au bout de la chaîne, mais l'art est un business. C'est ça. En parlant de business, c'est vrai que les artistes cherchent aussi à vivre de leur œuvre. Comment aujourd'hui les artistes vivent? J'ai eu un débat le week-end dernier sur la rémunération des artistes et c'était très intéressant. Alors il y a quelques chiffres. En France, 20% des artistes en 2016 affirment avoir été rémunérés pour exposer. 46% des artistes affirment faire d'autres boulots à côté pour vivre, pour survivre même. 73% des plasticiens perçoivent moins de 15 000 euros par an. Et ça, c'est pour les hommes. Et pour les femmes, moins de 10 000 euros par an. Ce qui montre la précarité absolue des artistes. Donc 53% des auteurs
gagnent moins que le SMIC. Voilà, je vais pas nous ensevelir sous les chiffres, mais quelques chiffres pour révéler un peu la réalité des artistes. Comment vivre aujourd'hui de sa passion quand on est artiste, sachant que pour exposer, la plupart du temps, les artistes ne sont pas rémunérés, voire pire, les artistes payent souvent pour exposer dans une galerie. Comment s'en sortir ? C'est une bonne question. C'est-à-dire que je trouve que le monde de l'art, quand on arrive dedans et peut-être on sort des études ou qu'on a fait les beaux-arts, on se rend pas forcément compte que c'est autant un business et on se rend pas forcément compte qu'on va devoir aussi mettre de sa poche pour pouvoir montrer ce qu'on veut montrer. Et je pense que il y a toujours une histoire, c'est-à-dire qu'on va commencer peut-être un peu par galérer et après c'est aussi à l'artiste de, je sais pas, trouver les moyens peut-être d'aller sur des espaces moins chers et pour finalement se faire connaître et après se faire contacter, mais il y a toujours ce moment où parfois quand on veut une très bonne galerie, ils vont prendre 70% de commission. Si on a une moins bonne galerie, ça va être un peu moins, mais il faut aussi savoir gérer ça. Et après, c'est la rémunération, c'est toujours un sujet qui est très compliqué, parce que je pense qu'en tant qu'artiste, mais dans le terme artiste très global, que ce soit le cinéma, que ce soit l'art visuel, que ce soit peu importe, c'est les mêmes problématiques toujours. C'est-à-dire que c'est une passion avant tout, c'est une vocation, donc la personne le fera pour toute sa vie. Et donc, c'est aussi là où je pense que c'est sa problématique, parce que vu que c'est une passion, on n'arrêtera pas de le faire. Même si on n'est pas payé, c'est-à-dire que c'est tellement une passion que demain, je ne gagne pas d'argent, j'aurai toujours envie de peindre. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a eu cette déformation, peut-être avec le temps ou avec les moments, mais que maintenant, aujourd'hui, en exposition, parfois, ça arrive que quand on débute, de devoir payer un espace pour se faire connaître. Mais c'est aussi un sacrifice qui est connu dès le début, quoi. Mais bon, après... Alors pour les artistes en art visuel, la différence avec les musiciens, c'est qu'il n'y a pas de système comme l'intermittence, par exemple. Non. Le droit français ne reconnaît pas encore le travail de l'artiste. La seule chose qui est prise en compte aujourd'hui, c'est l'exploitation de l'œuvre une fois que celle-ci existe. Donc tout le travail fourni au préalable n'est pas du tout valorisé par une quelconque forme pécuniaire. Est-ce que ça pose problème? Pourtant, ça pose problème. Ça pose vraiment problème parce que la loi légifère là-dessus. Parce que au niveau de la loi, dans le code de propriété intellectuelle, je sais plus l'article. Alors c'est l'article L122-2 du code de propriété. Donc c'est l'article du droit de monstration. Voilà. De 1957. Exact. Donc on est d'accord là-dessus. Alors, et pourtant il prévoit une rémunération des artistes lorsqu'ils exposent leur œuvre en public. Moi, dans ma vie pratique, ça fait quelque temps que j'expose. J'ai jamais été payé pour exposer. Oui, c'est rare d'entendre ça. Je pense que d'avoir un artiste qui est payé pour exposer, je pense que soit c'est un très très bon niveau, très connu peut-être. C'est un monde qu'on connaît pas, que moi je connais pas à mon niveau. Est-ce qu'il y a une forme d'élitisme, un peu de conglomérat avec des frontières un peu poreuses? Est-ce qu'il faut rentrer dans les petits papiers? Comment s'en sortir, sachant qu'il y a une concurrence quand même sur le marché? Moi, je pense que déjà c'est une culture. Les gens qui invitent à exposer, qui savent pas que cette loi-là existe. Et puis, dans la tête des gens, c'est un service qui te rend en te prêtant leur mur pour que tu aies l'occasion de montrer ce que tu fais, quelque part. 50-50, quoi. Ouais, voilà, au final. Alors, moi, ce que je trouve pire, et que j'ai quasiment jamais fait, c'est de payer pour exposer. Parce que ça, je trouve que c'est un non-sens absolu. Tu donnais l'exemple du cinéma tout à l'heure. Imagine un producteur qui produit son film, qui met de l'argent dedans, qui le fait, et qui loue une salle de cinéma pour que les gens ils viennent gratuitement regarder son film. C'est absurde. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, c'est ce qu'on demande aux artistes de faire au quotidien. Ça existe beaucoup. C'est ça qui est impressionnant. C'est-à-dire que je pense que les artistes qui démarrent souvent sont peut-être les plus impactés, parce que quand on connaît pas le monde... Ouais, parce que plus vulnérable. Voilà. Et moi, j'ai eu pas mal d'histoires de jeunes artistes qui m'ont contacté en me disant « Clara, j'ai des conseils, on m'appelle pour que je paye tant pour une expo. » Je dis « Mais fie-toi, oui, ça te fait de la visibilité, mais 1 000 € pour être exposé, c'est quand même une somme. Et puis, il faut vendre ton œuvre derrière, t'es quand même pas connu encore. Ça. Donc, une œuvre à 1 000 € quand t'es pas connu, attention. Et c'est vrai que je pense que le monde de l'art peut parfois être utilisé, mais comme dans tous les milieux, où quand t'es plus vulnérable, t'es aussi... Parfois, t'apprends à ton détriment, on va dire, financier, quoi. Alors, un artiste qui avait l'habitude de prendre des risques, c'est Fela Kuti. Donc, c'est un choix de Damlo. Tu nous expliqueras pourquoi ce choix juste après. On va écouter Shakara sur RCN 90.7. 13h, 14h, Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Et on est sur RCN 90.7 avec Clara Tourné et Damlo. On vient d'entendre le morceau du fameux, du légendaire, du mythique Fela Kuti, Shakara. Un morceau exceptionnel, un artiste exceptionnel. Et ça tombe bien que t'aies choisi cet artiste-là parce que là, on va
aborder la question de l'œuvre et de l'auteur. Est-ce qu'on peut séparer l'œuvre de l'auteur? Fela lui-même assez controversé, on lui reconnaît des mœurs assez légères, notamment il avait plusieurs femmes et puis c'est vrai que c'est quelqu'un qui était sceptique scientifiquement contre le sida et les moyens de contraception, en tout cas les moyens de protection, et il est mort d'ailleurs lui-même du sida, donc et donc ça pose la question de l'œuvre et de l'auteur. Avant de répondre à ça et de parler un peu de Fela, pourquoi t'as choisi ce morceau-là? Justement parce qu'on peut pas dissocier Fela de sa musique et de son engagement, justement. Et il a payé cher pour ça. Tu vois, politiquement, il était très engagé politiquement au Nigeria. Que, il était contre le gouvernement corrompu du Nigeria de l'époque, qui enchaînait les coups d'État. Et lui, c'était un des rares qui avait l'occasion de pouvoir dire des choses. Et il s'est pas gêné pour les dire. Donc, il en a payé le prix, mais au taquet. Bon, peut-être que... Il a été même emprisonné. Plusieurs fois. Il en a souffert. On a tué sa mère pour ça. On a brûlé sa maison pour ça. Donc c'était pas de l'engagement vite fait. C'était un engagement vraiment risqué. Risqué. Je pense que c'est parce que c'est fait là qu'ils l'ont pas tué. Tu vois. Il représentait quelque chose de trop grand. Sa notoriété internationale lui a servi de bouclier peut-être quelque part. Mais sinon, il y laissait sa peau. C'est sûr et certain, parce que les gars là-bas, ils rigolaient pas à l'époque. Et donc Fela, donc là on comprend bien, on peut pas séparer l'artiste de son œuvre, mais est-ce qu'on peut séparer l'homme au civil de son œuvre? C'est-à-dire, il y a Fela Kuti l'artiste et il y a Fela Kuti l'homme, polygame, aux mœurs légères, pas toujours tendre avec ses épouses. Est-ce qu'on peut dissocier, on peut se dire, ok, il y a son combat pour une société plus égalitaire, et paradoxalement, même au niveau des femmes, quand ils chantent, il y a une chanson Ladies, quand ils chantent Ladies, ils célèbrent la femme africaine, ils célèbrent la femme nigériane, il est féministe dans sa chanson, mais dans la vie, on lui reprochait son côté polygame, mais lui, il disait que c'était un féministe. Oui, bien sûr, il s'est toujours proclamé. Il a toujours défendu les femmes, les droits des femmes. Bien sûr. Au Nigeria déjà, et puis en Afrique. Donc après, bon, c'est autre chose, c'est sa vie privée. Justement, est-ce qu'on peut séparer sa vie privée de son œuvre où il est féministe pour de vrai? Après, je sais pas ce que va en penser Clara, mais moi je pense que l'œuvre en tant que telle est dissociable de l'artiste. Parce qu'une fois qu'on a fait une œuvre, l'œuvre peut nous échapper. C'est comme quand on met un enfant au monde. C'est ton enfant, mais ça veut pas dire que... Tu peux en faire ce que tu veux, tu vois, tu vas pas l'enchaîner ou le découper en morceaux, ou je suis extrême, tu vois. Mais je veux dire, il y a des limites. Après, pendant qu'on est vivant, on peut tout faire de son œuvre, et pendant qu'elle nous appartient encore. Moi, le stock que j'ai à mon atelier, si je veux, demain, je peux faire un autre d'affaires avec. Donc là, c'est, bon, bien qu'il y aura toujours des traces parce qu'il y a des photos qui restent. Mais je veux dire, l'interprétation que va en faire le public, ça, je ne suis pas très responsable. Elle t'échappe. Forcément. Clara? J'allais dire que sur ce, je suis un peu d'accord, mais pas complètement, dans le sens où une œuvre, oui, peut être dissociée, mais au final, par exemple, je prends des exemples extrêmes, et moi, si je fais une œuvre où j'y mets mes valeurs et mon point de vue, et qu'en fait, je dis, voilà, c'est un peu mon bébé, une fois que je l'ai faite, je la vends, elle appartient à quelqu'un d'autre, donc je lui dis, voilà, maintenant, quand tu la regardes, quand tu l'utilises, tu y vois ce que tu veux. Mais il y a quand même une partie de moi dedans, et je me dis, si demain, ils utilisent cette œuvre pour un mouvement qui est complètement contre mes valeurs, ça me dérangerait. Mais bon, est-ce que je suis contre ça ou pas? Alors, je pense que si c'est vraiment quelque chose que je ferais, ou c'est vraiment contre ma valeur, je serais contre ça. Ça me dérangerait vraiment, puisque je suis pas... par exemple, si je fais une œuvre qui est pour la diversité, l'égalité, et qu'en fait, ça va à l'encontre de ça, ça me fait rien. Si ton œuvre est instrumentalisée pour servir, par exemple, une cause raciste, alors que toi, tu promeux la diversité, etc. Après, ça, oui, non, ça me dérangerait. Je pense que ça me dérangerait. Et je sais pas si ça peut s'arrêter, puisqu'une fois que c'est parti, c'est parti. C'est justement ça. C'est-à-dire que on n'a pas les moyens après de gérer la suite. Ça. Voilà.
Donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi quand on dit que ça se dissocie en fait, automatiquement, puisque une fois que tu l'as laissé se faire sa vie la toile et qu'elle a quelqu'un d'autre, tu peux plus rien y faire. Elle t'échappe. Voilà, elle t'échappe. Mais ça veut pas dire que ça ne dérange pas l'artiste. Je me dis que l'artiste il veut dire quelque chose, mais si ça va à la contre de ses valeurs, soit. Mais ça peut toujours le déranger, quoi. Donc il y a une dissociation qui est faite. Dans l'esprit de l'artiste, mais maintenant dans l'esprit du public. Je prends un exemple connu, Roman Polanski. Est-ce qu'on peut encore apprécier la beauté de ses œuvres malgré ses frasques? Il y a Ferdinand Céline. Qui était antisémite, mais qui était un auteur de génie, ou même Martin Luther King, est-ce que le fait que Martin Luther King ait eu des déboires, des frasques extra-conjugales, donc qui était sur le plan moral assez condamnable, est-ce que ça dessert I Have a Dream et ça fait d'I Have a Dream un discours qui n'est plus valable, entendable, parce que son auteur lui-même a commis des fautes? Tu sais, quand c'est encore frais dans notre mémoire, peut-être qu'on a un jugement de valeur là-dessus. Mais je veux dire, si on prend un artiste du Moyen-Âge ou je sais pas moi, tu sais, on a trouvé des statuettes de Néandertal. Peut-être que le gars qui les a fait, ou la femme qui les a fait, peut-être que c'était la pire racaille de l'époque. Mais qu'est-ce qu'on en sait? C'est vrai. Tu vois, finalement, on observe juste la petite statuette et on s'extasie devant. On se dit, ouais, c'est un génie qui a fait ça et tout. Mais on ne sait pas qui c'est qui l'a fait derrière. Bon, là, maintenant, l'œuvre est signée. On a une trace en mémoire de c'est elle qui l'a fait ou c'est lui qui l'a fait. Mais je veux dire, plus le temps va passer, plus la personne qui l'a fait disparaît derrière son œuvre. C'est comme finalement, si on tombe sur une œuvre anonyme, au final, on va pas forcément s'intéresser au fait de savoir si son auteur était quelqu'un de moral ou d'immoral ou d'amoral, mais on va se concentrer, si je comprends bien, principalement sur l'œuvre, et c'est l'œuvre qui compte. C'est ça. C'est là où on se rend compte que effectivement, on peut dissocier les deux. Bien que, comme il disait tout à l'heure, quand on fait une œuvre, on met une partie de soi dedans. C'est obligé. Pour des raisons de, je sais pas moi, de les avoir fait. De sensibilité. De création. Ouais, de création surtout. De création. Parce qu'on prend son temps, et c'est un temps qu'on prend à faire des choses, donc c'est vachement important. Le temps est important, quoi. Le temps qu'on passe à faire une œuvre, c'est un temps qu'on passe à ne pas faire autre chose. Donc c'est obligé, on s'implique dedans. Mais une fois que l'œuvre est faite, moi je pense que l'artiste s'arrête là. Après, l'œuvre vit sa vie. Ok, ça peut être récupéré à des fins même anti de ce qu'on voulait dire. Tu sais, l'autre jour, j'ai entendu une anecdote comme quoi le Tintin. Tu vois, il y a un artiste qui avait repris des images de Tintin, il les a mélangées avec des peintures de Hopper. Donc la maison Tintin a porté plainte contre cet artiste-là, parce que pour des raisons de droit d'auteur et tout. Là, on est dans du business pur. Mais juste pour dire que le tribunal a donné tort à Tintin. Enfin, à la maison Tintin. Parce que c'est pas du plagiat, parce que eux, ils disaient que c'était du plagiat, mais ils disaient que, en fait, c'est une source d'inspiration. Parce que il a repris le personnage et il les a mis dans un autre contexte. Donc, juste pour dire que, bon, le père de Tintin n'est plus vivant, mais justement, ces ayants droit. Hergé. Ouais, Hergé. Ces ayants droit n'ont pris cette prise-là sur l'œuvre. Ce qui veut dire qu'on peut effectivement dissocier les deux, à mon avis. Alors, on va terminer cette émission avec un morceau de ABBA, SOS, un morceau que tu as choisi, Clara. Pourquoi ce choix? Parce que je trouve que c'est un morceau qui me donne la pêche. J'ai beaucoup de morceaux en ce moment que j'écoute. Tout à l'heure, j'écoute beaucoup Mika ou des artistes qui vont avoir des valeurs justement sur la diversité et avec beaucoup des couleurs pop, un peu pop art. Et je trouve que ABBA, c'était une musique qui allait un peu dans le même thème et qui me faisait vraiment rire et sourire. Et quand je faisais en ce moment, c'est ma collection, qui est une nouvelle collection justement sur tout un peu les années 70, hippie, très coloré, un peu pop art. Et je voulais revenir à ça et c'est une musique qui me fait beaucoup penser à ça. Donc voilà, tout simplement. Et justement, en parlant de tes œuvres, est-ce qu'on peut les retrouver? Comment on peut faire pour voir ce que tu produis? On peut regarder sur mon Instagram, qui m'a, on va dire, l'endroit le plus simple, où c'est donc Clara Tourné tout simplement, avec AY. Et sinon, mon site internet, où c'est claratourné.com. Voilà. Et après, j'ai des expos à Paris et aux Beaux-Arts. Est-ce que t'as des dates Ouais, alors j'ai une date dans un hôtel, donc le Swan à Paris, donc en avril. Donc ça sera écrit les dates exactes sur mon site. Et sinon, aux Beaux-Arts, à la Galerie du Crous, donc qui aura lieu en juin, de 20 juin au 2 juillet, sur l'exposition du coup, qui sera un solo show
Ça va être super, j'ai super hâte. Voilà. Donc tout ça à Paris. À Paris, voilà. On a bien pris les rendez-vous. Dame, est-ce que il y a des pages où on peut te retrouver? Moi, pareil, Instagram, quoi. art.dame. Et puis sinon, vous passez à mon atelier quand vous voulez, si vous êtes sur Nancy et les environs. Bah, c'est avec plaisir. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Et puis on se quitte avec ce morceau de Abba, SOS. Merci. Merci à toi. Merci. RCN, www.rcn-radio.org